vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Joséphine, avec qui j'ai été mise en contact par Anne-Sophie, que vous avez déjà entendue sur le podcast avec son projet Maison Lunéa. Et donc, Joséphine est sage-femme, sexologue et photographe. Et nous allons, entre autres, parler aujourd'hui du lien entre enfantement et sexualité, parce que je suis convaincue que c'est un point d'étape important pour certaines femmes, pour leur chemin vers un accouchement physiologique, un accouchement conscient, un accouchement respecté, selon leurs désirs. Et donc, on va explorer cette question ensemble. Bienvenue Joséphine. Bonjour Céline. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Merci de m'accueillir. Et pour commencer, j'aimerais te proposer de nous retracer un petit peu ta carrière de sage-femme. Comment ça s'est passé pour toi, où tu es intervenue jusqu'à présent? Alors, je vais essayer d'être concis, mais tout a commencé, déjà, si on discute avec mes parents et toute ma famille, c'était logique que je finisse autour des mamans et des bébés. Du coup, j'ai commencé par la première année de médecine, parce qu'en France, moi je suis française, et il faut faire la première année de médecine. J'étais un tout petit peu chouïa en dessous du classement qui permettait d'accéder aux études de sage-femme. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer. J'avais un peu mis de côté, mais je me suis dit, je vais commencer les études de photographe pour ensuite reprendre alors la première année de médecine. Et puis j'ai déménagé en Bretagne. Et là, l'école de sage-femme de Bruxelles m'a appelée pour me dire veux-tu toujours devenir sage-femme? Bien sûr. Eh bien, écoute, la rentrée scolaire, c'est demain. Bon, j'ai pris mon petit baluchon. J'ai dit au revoir à mes parents. J'avais 19 ans. Mon père m'a accompagnée à Bruxelles, donc de Bretagne à Bruxelles. Je suis partie là-bas pour 4 ans d'études. J'imagine après, avec le recul, que ça a dû être quand même un déchirement pour eux de me voir partir d'un coup, mais ça a été pour moi une super expérience et j'avais vraiment envie de partir. Et donc je suis arrivée là-bas, donc j'ai fait mes études, j'ai fait mon mémoire sur l'arrivée des doulas, montre-t-elle une démission de l'accompagnement global des sages-femmes. Alors c'était un petit peu compliqué comme sujet, parce que c'était un sujet plutôt affirmé. Mais voilà, je suis partie vraiment déjà à ce moment-là, en fait, sur l'envie des maisons de naissance, des accouchements à domicile et des accompagnements vraiment globaux. Vraiment ce fil rouge que l'on a tout le long. Donc j'ai essayé de chercher un endroit où je pouvais exercer dans cet environnement-là. Et au final, j'ai été prise à la maternité de Moucron assez rapidement. Et j'ai adoré ce lieu parce que c'est un lieu assez familial. Et je retrouvais quand même ce petit lien parce qu'on pouvait un jour être en postpartum, un jour être en salle de naissance, un jour en néonate. Et c'était assez fluide, ça ne changeait pas tous les 6 mois comme dans la plupart des maternités. Mais au fur et à mesure, en fait... si je fais le parallèle avec mon mémoire sur l'arrivée des doulas, c'était justement une des hypothèses, c'était que dans les maternités, il y avait des sections. Il y avait les consultations, la naissance, et puis l'après. Et c'était sectionné comme ça en 3. Et tout doucement, on recopiait ça de plus en plus dans toutes les maternités, et on revenait à chaque fois couper, scinder cet accompagnement en plusieurs étapes. Et puis après, les valeurs étaient de plus en plus difficiles
de mettre en accord avec la maternité, surtout, alors on va en parler, hein, mais des violences obstétricales et gynéco. Voilà, ça c'était de plus en plus difficile en tout cas, d'être complice de certaines choses. Donc du coup, j'ai préféré partir et découvrir ce qui se passait ailleurs qu'à l'hôpital, qu'à la maternité. Même si j'avais fait des stages, voilà, au Burkina Faso, en France. Donc voilà, j'avais quand même un petit peu bougé, mais j'avais aussi envie de bouger, de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc j'ai fait un petit temps à l'ONE. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'Office de la naissance et l'enfance. Alors c'est un peu comme la PMI en France. Et j'ai voulu aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Parce que c'est vrai que voilà, on conseille, on en parle, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc j'ai été faire un petit tour là. Et vraiment une super expérience parce que aussi on découvre ce qui se passe ailleurs qu'à l'hôpital, à la maternité. On découvre des gens, des super formations plutôt sociales, plutôt enfin voilà, de très belles formations au final que j'ai pu faire à l'ONG. Et puis on découvre aussi le postpartum différemment, c'est-à-dire pour des personnes qui peuvent être plus vulnérables ou même tout type, mais voilà, c'était une belle expérience en tout cas. Et pendant cette expérience, j'ai pu faire on en reparlera, mais un master en sexologie à ce moment-là. Et puis du coup, en parallèle, j'étais indépendante sage-femme, où je faisais surtout du postpartum au début, et puis au fur et à mesure, je suis devenue indépendante totale, on appelle ça en Belgique, où on fait que ça. Et là, voilà, dans l'optique de faire des accompagnements globaux et vraiment suivre la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et bien au-delà. On en parlera. Donc en synthèse, tu es restée quand même de nombreuses années, je crois, à la maternité de Moucron. Tu as eu une longue expérience Oui. en salle de naissance. Je suis restée 14 ans Mhm, en salle de naissance, mais la maternité, comme tu disais, mhm, ça changeait vraiment tous les jours. Donc, mhm, en maternité, j'y suis restée 13 ou 14 ans, je ne sais mhm. plus le chiffre exact, mais voilà, de très belles expériences, de très belles naissances. Et, euh, et ensuite, après, à l'extérieur, enfin voilà, maintenant je suis indépendante totale et je suis les mamans du début jusqu'à la parentalité. Et donc tu Jusqu'au as, 1 an de l'enfant, ça c'est ce qui est possible en tout cas en Belgique. Et voilà. et donc tu Et as, donc aujourd'hui, et aujourd'hui un très beau projet, donc la maison Lunéa, où ça fait, on va dire depuis ce mémoire, où je rêve de pouvoir avoir un lieu comme un petit village où on peut avoir toutes les personnes autour de nous où on a besoin que ce soit voilà, de la puberté à la préménopause ou ménopause, d'avoir un cocon comme ça et via les rencontres. Avec Anne-Sophie, on a travaillé ensemble plusieurs années à la maternité, donc c'était un peu une évidence aussi. Puis la rencontre avec Julie et Éline, pareil, avec qui on a travaillé ensemble de nombreuses années. mm. Voilà, Donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est concret. oui, donc aujourd'hui tu accompagnes déjà des accouchements à domicile et bientôt des accouchements également à travers cette maison de naissance que vous êtes en train Oui, de construire et qui doit s'ouvrir en mai. c'est ça. Super. Et donc là, tu nous as bien expliqué ton parcours de sage-femme et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as souhaité reprendre des études de sexologie. Comment tu en es arrivé là? Comment c'est lié et puis quel a été ton parcours à toi? Alors, je ne sais pas si c'est la personnalité qui fait un peu ça, mais c'est vrai que souvent, que ce soit en salle de naissance ou en postpartum, j'avais les mamans, souvent, ou même les couples qui me confiaient des petites problématiques au niveau de la sexologie. Et aussi, là, c'était plus moi qui voyais en salle de naissance des réticences ou bien évidemment, enfin, je propose je parle du consentement, donc à chaque toucher ou chaque geste,
on parle de consentement et on sent aussi un peu ça. Et donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, mais parfois j'avais des mamans qui avaient du vaginisme et où, du coup, on peut les aider sur le moment en parlant et tout ça, mais après, on est un peu vite limité. Donc, du coup, il y a plus de 6 ans, j'avais fait une formation qui était pour les sages-femmes à destination des sages-femmes, donc la sexologie à destination des sages-femmes. J'avais fait ça à Paris. Euh, donc ça m'a aidé en salle de naissance, ça m'a aidé de pouvoir accueillir tout ça. Mais après, en tant qu'indépendante, j'avais vraiment ce besoin de plus. Et donc c'est là où j'ai fait ce master en même temps que le passage où j'étais à l'OINE. Et donc voilà, j'ai pu. Et du coup, maintenant, je suis devenue sexologue clinicienne qui me permet de vraiment faire de la sexothérapie d'accompagner plus longtemps. Ouais. Et est-ce que tu peux préciser, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le vaginisme, y compris des femmes concernées, je pense, ne connaissent pas le mot, et ce serait peut-être intéressant que tu donnes la définition. Oui, alors le vaginisme, c'est vrai que c'est. Alors, il y a le primaire et le secondaire, mais le primaire, c'est vraiment en fait la vue, enfin la vue, mais tout l'appareil génital et surtout au niveau du vagin qui se ferme, qui est vraiment autour, voilà, le périnée qui se contracte et qui ferme. Et c'est vraiment cette notion de fermeture et qui, donc voilà, quand on dit que c'est primaire, ça veut dire que c'est depuis toujours. Quand c'est secondaire, ça veut dire que ça arrive à la suite d'événements, donc traumatiques ou d'autres, ou tout simplement aussi émotionnels. Un accouchement, ça peut faire partie de vaginisme secondaire. Voilà, donc c'est important de pouvoir en tout cas le diagnostiquer, en parler. Et parfois, c'est tellement tabou que c'est plutôt dans la façon dont voilà, en tant que sage-femme, on est au plus proche de l'intimité. Et donc, oui, on peut le voir. Parce que parfois, il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles ont, qu'elles ont du vaginisme, bien sûr. Hmm. Donc ça a été une des, une des causes qui a fait que tu t'es dit, en tant que sage-femme, j'observe des choses et je n'ai peut-être pas tous les outils, toutes les clés pour accompagner ces femmes-là, pour les aider. Tu te sentais limitée et donc tu as souhaité compléter ta formation par ce master de sexologie. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations, est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous donner qui ont fait que tu t'es tournée vers la sexologie en complément? Oui, alors en postpartum, et ça arrive du coup en tant que sage-femme, quand on peut les revoir toute l'année après la naissance de l'enfant, eh bien c'est vrai qu'on a aussi des douleurs qui peuvent arriver ou qui apparaissent ou qui persistent et où la question se pose à quel moment je peux avoir des rapports sexuels et oui, et donc on répond naturellement et puis par la suite c'est oui parce que en fait ça me fait mal, est-ce que c'est normal? Donc là de pouvoir justement voir comme la physiologie de l'accouchement, mais de voir ce qui est normal et ce qu'on sort de la normalité et comment on peut accompagner et guider pour. Alors j'aime pas trop le terme reprendre une sexualité parce que elle peut tout à fait être présente pendant la grossesse, mais donc voilà, la poursuite en tout cas de la sexualité peut être tout à fait discutée en postpartum et c'est comme ça en fait que c'est arrivé de plus en plus fréquemment. Alors c'est ce que je disais, est-ce que c'est parce que j'allais ou je posais la question, savoir si tout allait bien de ce côté-là. Et donc du coup, on en parlait naturellement et voilà, j'avais vraiment ce besoin de poursuivre une formation et même par la suite, du coup, je me suis spécialisée en sexopérinatalité avec la sexo-positif et voilà, et du coup, ça m'aide à bien accompagner les couples. Ok, super. Oui, le sujet n'était pas tabou pour toi et donc tu arrivais à poser la question et naturellement ça créait des échanges. Tout à fait. Et justement, oui, Pardon, vas-y. je te coupe. Voilà, tout ça c'est le postpartum, mais c'est vrai qu'en préparation, au final, on en parle maintenant parce que, et de plus en plus, parce que voilà, on vient dans l'intimité
de la femme. En tout cas, l'accouchement se passe exactement dans les mêmes zones que la sexualité, et donc du coup, euh, c'est important d'en parler. Et voilà, et donc la formation de sexologue m'a permis aussi d'inclure ça aussi en préparation. Oui, alors j'aimerais qu'on aille déjà, avant de parler de la préparation, sur le lien entre la sexualité et l'accouchement. Parce que toi et moi, ça nous semble évident, mais c'est sans doute pas évident pour tout le monde. Tu viens de dire quelques mots là, mais est-ce que tu pourrais nous redire, en tant que sage-femme et sexologue, pourquoi l'accouchement est lié à la sexualité? Alors, c'est vrai, je disais que ça reprend exactement les mêmes zones de la sexualité. Et ça vient aussi faire appel au même mécanisme de lâcher prise, de confiance, de respect, de consentement. Et donc, c'est une sphère qui s'allie tout à fait sexualité et enfantement, oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo de... Alors, c'est un couple où ils ont un rapport sexuel, et en fait, au début, ça se passe dans le noir et tout ça, et puis au bout d'un moment, c'est toc toc toc. Quelqu'un rentre et demande si ça va. Et puis vient, ah, peut-être que cette position serait peut-être plus favorable. Ou, ah, et si vous mettiez peut-être un peu plus de lumière. Et donc, en fait, c'est un parallèle où c'est un peu une salle de naissance, et il y a un couple qui essaie d'avoir un rapport sexuel. C'est juste pour montrer que c'est naturel. Accoucher est naturel, avoir un rapport sexuel est naturel. Et c'est vrai que plus on intervient, plus le processus naturel peut être, en tout cas, altéré. Et donc, ce parallèle-là, et cette vidéo est plutôt humoristique, hein, on est d'accord, elle est poussée un petit peu à l'extrême, parce qu'après, il y a un groupe d'étudiants qui arrivent et qui regardent l'acte sexuel et qui disent, oh, moi j'aurais plutôt fait comme ça, et peut-être que si. Voilà, c'était un peu pour le parallèle avec un accouchement où effectivement on peut arriver, mettre la lumière plus forte, et ou demander si cette telle ou telle position est peut-être préférable. Et voilà, donc le parallèle, en tout cas, je trouvais que cette vidéo était intéressante. Et, euh, et même les hormones, ce sont souvent les mêmes qui arrivent et qui se mettent en route au moment d'un échange sexuel et d'un accouchement. Oui, et cette caricature permet effectivement de mettre ça en lumière pour que l'ocytocine puisse être présente, notamment hein, l'hormone reine, on va dire, même s'il y en a d'autres bien évidemment, mais pour que l'ocytocine puisse être présente dans un rapport et qu'il soit satisfaisant comme dans un accouchement et qui se déroule naturellement et qu'il évolue bien, eh bien il nous faut effectivement ces conditions d'obscurité, d'intimité, de confiance qui sont plus favorables avec des lumières tamisées et des gens qu'on connaît qu'avec la lumière plein phare et un groupe d'étudiants qui s'immisce et qui fait des commentaires. Donc ça nous permet effectivement de comprendre les parallèles et bien sûr les zones intimes de notre corps qui sont en jeu font aussi qu'on a envie d'être avec des gens qu'on connaît et avec qui on est en confiance plutôt qu'avec des inconnus qui nous semblent peu dignes de confiance. Oui. Donc, Alors c'est une caricature, mais c'est vrai que même aussi, enfin voilà, on sait très bien que tout, toute la relation qu'on a eue avec la sexualité peut tout à fait perturber ou l'inverse, hein, mais en tout cas le lien qu'on a avec la sexualité euh, donne une indication sur aussi l'accouchement et le lâcher prise qu'on peut avoir et qu'on peut se permettre. Et c'est vrai que bah, voilà, ces questions de consentement aussi, et autour du médical, et de pouvoir aussi être maître de son corps, même quand on est dans le médical, parce que bien évidemment, à un moment donné, même si la physiologie n'est plus là et que on a besoin du médical, il y a des règles de respect et de consentement à avoir. Et là, c'est important de pouvoir parler de sexualité, de consentement, c'est lié, mais de pouvoir dire c'est pas parce qu'on est dans un cadre médical, dans un cadre que l'on, enfin voilà, qu'on peut rentrer
rentrer dans son intimité. Et, voilà, je rappelle aussi aux femmes que la connaissance de son corps permet aussi de pouvoir appréhender les douleurs, de pouvoir appréhender ce qui va se passer. J'ai même lu récemment une étude sur le rôle du clitoris dans la diminution de la douleur à l'accouchement. Voilà, on est encore en train de faire des études autour de ça, mais c'est hyper intéressant. Et de se rendre compte que l'organe du clitoris a un rôle dans la diminution de la douleur montre bien que la sexualité, enfin en tout cas que les organes et que la connaissance de son corps peut nous permettre d'accueillir l'enfantement d'une autre manière. Alors, est-ce que tu veux nous dire maintenant comment toi tu intègres la sexualité, l'intimité, le consentement dans la préparation à l'accouchement? Voilà. Alors, pareil que tous les autres sujets, c'est-à-dire que je pars quand même de ce que connaissent le couple, la maman et le partenaire ou la partenaire, mais voilà, après, bien évidemment, quand rien ne vient, j'entame quand même des petites questions autour de la connaissance de soi. On va partir d'abord du corps, toujours. Parce que le corps va nous donner beaucoup d'indications et va nous aider. Et donc voilà, je pars du corps et puis ensuite je demande au niveau euh, intimité, le couple. Après aussi, c'est des questions très très larges. La sexualité, c'est transversal. Donc, tout comme une préparation plus classique, je vais aussi demander euh, comment qu'est-ce qu'elles ont entendu, les croyances, tout comme la sexualité, les croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent être aussi au niveau d'un accouchement. Qu'est-ce qu'elles ont entendu autour de ça? Qu'est-ce qu'elles ont entendu aussi autour d'une salle de naissance, de qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, à quel moment mon corps, je peux dire stop, ou je peux dire oui, ou je peux dire non, est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je dois laisser tout, voilà, et ça on passe par la physiologie de l'accouchement, par la physiologie de son corps et de l'intimité que l'on a aussi, et le regard qu'on a avec son corps. Ouais. Donc, c'est pas très cadré, on va dire, c'est pas très scolaire, mais on amène ces sujets-là. Et puis, bien évidemment, dans aussi l'après, donc la parentalité et quelle est quelle est la place de la sexualité pendant la grossesse, après la naissance. Ça aussi, ce sont des sujets qu'on aborde. Et puis aussi, je dis toujours que ça doit rester, ça peut rester un moment plaisir. Et c'est-à-dire que c'est un moment positif. Ça reste dans tous les cas, ça reste un moment positif. Et c'est là-dessus que j'axe ma préparation. Donc, n'importe quel scénario qui peut se passer, parce que c'est vrai que la préparation est un grand mot, c'est-à-dire préparer, on n'est jamais vraiment prêt. Au final, c'est l'accompagnement au moment même, à l'instant T, que tout se joue. Et donc, j'accompagne plutôt dans la positivité et dans le fait de voir les choses de la meilleure manière. Ouais. Un peu comme la sexualité. Oui, pouvoir se rendre à son accouchement, si je puis dire, ou comme se rendre disponible pour un acte sexuel dans un état d'esprit d'ouverture et de ça va être un chouette moment ou ça peut être un chouette moment et pas avec les anticipations négatives de ça va faire mal, ça va être compliqué, mais essayer de laisser de la place aussi pour ça peut être un moment de plaisir, quoi. C'est ça. Oui. Oui, parce que c'est vrai que s'il y a des appréhensions, des doutes, des peurs, la peur, c'est la première chose qui amplifie la douleur. Donc, et donc, c'est important de faire baisser la peur, les angoisses, et donc de rendre ce moment
le plus plaisant. Et donc, voilà, par plein de techniques, euh, comme baisser la lumière, avoir des personnes sources autour de soi. euh, et au final, ce sont un peu les mêmes techniques qu'on retrouve en sexualité. Hmm. Et j'ai cru comprendre que ton accompagnement était vraiment global, que tu prenais les femmes et les couples dans leur entièreté. Et donc j'imagine que tu as des espaces dans tes préparations à l'accouchement pour écouter justement quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs appréhensions, en discuter avec eux et cheminer là-dessus. Oui, oui. Et c'est vrai que je propose aussi des consultations préconceptionnelles. Euh, donc, même au-delà de la naissance, on peut déjà en discuter. Et c'est vrai que j'ai des couples que je vois en sexothérapie qui m'annoncent une belle nouvelle. Et du coup, on poursuit cet accompagnement autrement. Mais ce lien s'est vraiment tissé de confiance. Et donc, cette ligne rouge dont je parlais au tout début est vraiment là et se poursuit jusqu'à bien au-delà des 1 an, au final, parfois, de l'enfant. Et j'ai même aussi des couples qui sont en parcours de PMA ou des mamans solo qui sont en parcours de PMA qui viennent me voir du coup au début autour de la sexualité parce qu'il y a sexualité plaisir, sexualité reproductive et, et au final, parcours de PMA dans les joies de la naissance m'apprennent qu'ils sont enceintes et hop, du coup on continue. Et c'est tellement chouette d'ailleurs de pouvoir suivre ces étapes-là avec eux. Oui, toi, ça répond à ton désir depuis toujours de cet accompagnement global des familles. Et puis pour les familles, ça doit être vraiment ultra précieux parce qu'elles ont déjà tissé cette relation de confiance et d'intimité avec toi en te parlant de leur sexualité, de leurs problématiques de conception. Et quand la bonne nouvelle s'invite, elles peuvent continuer le chemin en étant déjà en pleine confiance avec toi en tant que sage-femme, quoi. Oui, Mm. oui, c'est vrai que c'est difficile pour moi comme j'avais dit dans ce mémoire au tout début, mais de sectionner les, que ce soit la maternité, mais au final, voilà, l'histoire d'un couple, c'est difficile au moi de couper. C'est vraiment dans la globalité parce que tout, tout est lié. Voilà. Mm. Et j'aimerais qu'on parle, puisque tu évoques le préconceptionnel et la PMA, j'aimerais justement qu'on puisse parler de l'impact d'éventuels abus sexuels, traumas sexuels vécus par une femme, ou peut-être même par un homme. Tu vas me dire, moi j'ai pas d'exemple avec des hommes, mais tu en as peut-être, qui pourraient bloquer, freiner la conception, le fait de tomber enceinte déjà, et puis peut-être le fait que cet enfant reste dans le ventre, et puis aussi le jour de l'accouchement qui pourrait freiner peut-être la sortie de cet enfant par le vagin, par la vulve, par les voies naturelles. Euh, voilà, parfois j'ai entendu en tout cas plusieurs histoires où l'accouchement était long, la descente était difficile, et puis finalement la femme met le sens après que c'était peut-être lié à des mémoires, à des traumas liés à cette zone-là, et que du coup, elle n'était pas OK en fait que l'enfant traverse cette zone-là. Comment toi, tu accueilles ça, tu vois ça, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Mais c'est vrai que j'ai déjà eu cette expérience-là d'avoir une femme, dans ce cas-là c'était du vaginisme, comme je reprends ce mot. Euh, et donc cette fermeture n'était pas envisageable du coup dans un sens comme dans l'autre. Et donc de pouvoir discuter, de me poser avec elle et d'aller chercher bien plus loin, au final, oui, c'est vrai que c'est malheureusement en sa naissance qu'on arrive parfois, en tout cas pour cette femme, c'était d'en arriver à en parler de ces traumatismes d'enfance qu'elle avait eus, mais c'est ce qui a débloqué. Et donc
c'est vrai que l'importance de prendre du temps, de connaître tout ça avant et de pouvoir en parler avant, libère bien évidemment et peut être responsable de blocage. Donc oui, c'est hyper intéressant de pouvoir discuter et de connaître les histoires de chacun, de chacune. Ça, c'est primordial. J'ai pas vraiment de petits tips, on va dire, pour débloquer ça comme ça. C'est vraiment, ça se fait sur la longueur et sur le dialogue, sur l'écoute et sur l'accompagnement, parfois au moment même. Oui, donc ce que j'entends, c'est que idéalement, si en tant que future maman, on sait qu'on a subi des abus ou qu'on a des mémoires et qu'on fait le lien, qu'on entend par exemple ce podcast, qu'on se dit ah tiens, accouchement, sexualité, il y a un lien, tiens, bah, je vais aller voir une sexologue, une sage-femme, une thérapeute, peu importe qui est la bonne personne pour nous, qui en a confiance. Donc on peut faire ce travail en amont pendant la grossesse, voire en préconception, et ce sera parfait. Mais si on n'a pas eu la chance d'avoir la formation ou d'avoir pu en amont, on peut aussi le jour J, si on sent que ça freine, que ça bloque, bah, l'espoir est toujours là de pouvoir débloquer les choses et accoucher par voix basse, même le jour J. Tout à fait, tout à fait. Et de pouvoir parler librement et bien évidemment d'être, oui, à ce moment-là, libre de parler et d'oser en parler. Oui. Oui, c'est évidemment si les femmes accouchent avec toi, comme tu es particulièrement alerte sur ce sujet et que c'est pas tabou pour toi, tu pourras peut-être poser la question, mais j'entends que dans ton discours que peut-être même si la sage-femme n'ouvre pas le sujet, il ne faut pas que la femme, elle, hésite C'est ça. à libérer la parole, parce que c'est dans votre rôle quand même de sage-femme de pouvoir accueillir ce genre de choses, j'imagine. Et oui, bien sûr. Et c'est vrai que de pouvoir se dire que la connaissance de mon corps, mais de ce passage-là, et tout ce qui est l'histoire de cette, on va dire, vulve, oui, l'histoire de cette vulve est importante. Et c'est vrai que en tant que femme, de pouvoir aussi se la raconter à soi-même, pas forcément à quelqu'un, mais sur le moment même ou pendant la grossesse, de pouvoir se raconter son histoire, c'est aussi de mettre un petit peu à plat. Ça peut être par écrit, ça peut être par écrit, et ça peut être par, ben voilà, si on a la chance d'avoir dans son parcours quelqu'un qui peut écouter, c'est encore mieux, mais déjà par écrit, de pouvoir raconter son histoire euh, sexuelle ou autre, c'est important de prendre conscience que c'est dans les mêmes zones du corps. Oui. Oui, donc il y a tout ce travail potentiel en préconception, pendant la grossesse et le jour J de l'accouchement. Et puis il peut y avoir, j'imagine aussi, des temps d'écoute et de parole en postpartum, si on a besoin de tisser son accouchement, de mettre du sens, de se réapproprier. Oui. Et c'est vrai que si ça n'a pas été fait du coup avant, si ça n'a pas eu lieu non plus pendant la naissance, mais que la naissance s'est quand même passée, et alors je souhaite à tout le monde que ça se passe effectivement le plus naturellement possible, mais ça arrive et que ça se passe autrement. Et c'est important aussi du coup de là en continuer dans cette parole et de pouvoir se dire que s'il y a des blocages après, bah, c'est pas trop tard, on peut encore en discuter. Et c'est important de refaire l'histoire aussi de l'accouchement pour redébloquer, aussi pour remettre des mots dans des choses qui parfois ont été oubliées ou par conscience, hein, d'oublier cette partie si ça a été traumatique. Et donc voilà, de libérer cette parole autour de cette zone intime. Hmm. Et j'aimerais aussi qu'on parle concernant l'après, du fait que l'accouchement, dès lors que le bébé, alors soit d'ailleurs qu'il passe par ses voies naturelles qui sont aussi celles de la sexualité, soit même qu'il sorte par césarienne, mais l'accouchement peut changer des choses dans notre sexualité de plein de manières différentes. Mais je vais nommer peut-être
pour te lancer, un exemple très positif, moi, que j'ai en tête, d'une femme pour qui c'est comme si ça avait dédramatisé la pénétration. Avant son accouchement, il y avait toujours une appréhension, une crainte à l'idée de la pénétration, même avec son compagnon en qui elle avait toute confiance, etc. etc. Et après l'accouchement, voix basse du coup, de son premier enfant, euh, ben, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple. Cette appréhension n'était plus là. Et du coup, il y avait quelque chose de plus naturel, spontané et facile dans la sexualité. Est-ce que tu voudrais bien nous parler aussi de ça, de ce que l'accouchement peut changer sans qu'on ait rien à faire, en fait, là, sans poser de mots Oui. Alors c'est vrai que quand on en parle un petit peu en préparation justement de cette positivité de l'accouchement, on peut avoir ces fameuses révélations d'un plaisir intense de la naissance, au passage de l'enfant. Et, euh, et c'est vrai que c'est déjà arrivé d'avoir, pour reprendre ce mot, mais d'avoir des vaginismes qui se libèrent aussi à ce passage-là, parce que c'est dans la tête, si un bébé passe, cette ouverture de nouveau est possible. Et donc, oui, il y a des déblocages dans ce sens-là. Et donc, c'est aussi hyper intéressant d'en discuter après et de pouvoir mettre les mots sur ce qui s'est passé, parce que certaines femmes n'osent pas non plus en parler de ce qui peut se passer, ou des sensations plutôt très positives et très intenses de joie et de plaisir qui a pu arriver à la naissance. Et bien sûr, oui, accueillir aussi ces émotions-là, c'est important. Et justement de pouvoir les valoriser, les ancrer et les garder pour plus tard. Absolument. Alors, j'ai pas envie qu'on aille trop en détail sur l'après parce que on s'autorisera peut-être à faire dans quelques temps un autre épisode euh, sur la sexualité en postpartum parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. C'est un vaste sujet. Mais voilà, déjà, voilà, ces quelques mots, je pense que ça peut être inspirant et déconstruire un petit peu les idées reçues que l'on peut avoir. Oui, et c'est vrai que si je devais dire trois mots, mais je les ai déjà dit, mais dans cette préparation à la naissance, c'est vraiment ce lâcher prise, cette confiance et cette connaissance de son corps dans le respect du consent et le consentement. Oui, ça, il y a peut-être quatre mots du coup. Mais voilà. Oui, c'est vraiment ce que tu mets en figure dans tes accompagnements, ta préparation. Et puis je crois aussi vraiment cette vision de l'accompagnement global Oui. avec le tissage de ce lien de confiance Mhm. avec les femmes, avec les couples. Est-ce que tu veux dire un mot aussi de comment tu prends en compte les partenaires? Parce que j'ai cru comprendre que c'était très important pour toi de ne pas t'adresser qu'à la femme enceinte, si on parle en tout cas Mhm. du rôle de sage-femme et de l'accompagnement de la grossesse et préparation à la naissance. Comment tu vois les choses, toi? Alors, c'est sûr qu'on a tous les profils, donc ça peut être un partenaire, une maman solo. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, c'est très important d'être intégratif de tous les profils. Et oui, la présence ou non d'un partenaire est importante comme on disait au début, ce regard ressource qu'on peut avoir au moment de l'accouchement, d'avoir une présence connue. Euh, il y a souvent plusieurs partenaires qui me disent mais je ne sais pas trop ce que je dois faire et je ne sais pas vraiment si j'aurai une utilité. Eh bien si, juste la présence, être là, une main, un mot, et parfois même on n'y pense pas, mais une odeur rassurante. Je travaille beaucoup autour des cinq sens. D'ailleurs, on n'a pas cinq, on en a plus, mais donc ces rappels au corps de nouveau, mais ces sens-là, donc l'odorat, vont nous aider, en tout cas quand on est dans cet état d'enfantement. Euh, les, les basiques vont être importants. Donc les odeurs, le toucher, la chaleur, les yeux,
ça va être des moments importants. Donc, le partenaire peut avoir un rôle dans ces rappels au corps, ce rappel aux cinq sens. Et voilà. Donc oui, il est bien évidemment très intégré dans ma préparation. Hmm. Et c'est bien que tu puisses nommer ça parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on a plutôt tendance à valoriser le faire, ce qu'on fait, ce qu'on produit, ce qu'on réalise. Et peut-être les hommes sont aussi plus câblés comme ça, je sais pas, mais euh, euh, comme tu dis, ils vont peut-être avoir tendance, les futurs papas, à demander mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai vraiment un rôle? Comment je peux aider? Et en fait, c'est plus une question de présence, comme tu viens de l'expliquer en détail, qu'une question de quoi faire. Oui. Alors, ils vont bien sûr pouvoir apprendre peut-être quelques massages, quelques postures, où leur compagne va pouvoir se suspendre à eux, ça les rassure, ça donne quelque chose de concret. Mais la vraie plus-value, oui, c'est cette présence que tu as très bien nommée. Et au final, encore une fois, je fais le parallèle avec la sexualité, mais de nouveau, cette sensation de vouloir faire des choses, euh, alors qu'effectivement, tout ce qui est sens et corporel va donner aussi beaucoup d'intensité. Donc, oui, le, leur présence va être très importante de ce côté-là. Oui, ce parallèle va sans doute parler aux femmes et aux hommes pour bien expliquer en quoi la présence et le faire sont différents. Et les deux sont bien, mais C'est à ça. certains moments, on a plus envie de l'un et à certains moments, plus envie de l'autre. Il faut trouver un juste milieu et rassurer en tout cas sur le fait de plutôt, il y a effectivement plein de choses à faire, mais rassurer sur le fait que le non-faire peut être aussi bénéfique. Et voilà. Et c'est vrai que ça appartient à chaque couple, hein, encore une fois, à dire qu'il n'y a pas de Tout à recette fait. miracle, ni à la prépa, ni à l'enfantement. Non. Certaines femmes voudront pas qu'on les touche et juste qu'on soit présent ou juste qu'on fasse un petit son, voilà, juste sentir l'odeur. Et d'autres femmes auront besoin d'être en contact permanent avec leur conjoint. Voilà, c'est surtout de s'écouter, quoi. Et la plupart du temps, voilà, elles ne se connaissent pas aussi dans cet état-là, donc on ne peut pas prédire, on peut expliquer tout ce qui peut arriver, mais on ne sait pas à l'avance de comment ça va se passer. Donc c'est même ce qu'on appelle qui est en vogue les projets de naissance, c'est vrai que c'est compliqué parce que faire un projet de naissance, c'est aussi idéaliser un petit peu un moment on ne sait pas à l'avance comment va se passer. Donc c'est se poser effectivement sur ce qu'on a envie que cette expérience nous amène et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, ce qui est autorisé. Ça, c'est chouette de se poser dessus. Pour moi, il est là le projet de naissance. Il va aussi au-delà accoucher. Et donc, on va coucher là où on se sent le mieux et le plus en sécurité. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, voilà. Il n'y a pas de recette pour tout. Et donc, c'est là où l'accompagnement a tout son sens. C'est à l'instant T. Qu'est-ce que je fais là, maintenant? Oui. C'est pour ça qu'elle se rend disponible, fait partie du gros travail de la sage-femme. Et, mais c'est tellement enrichissant dans les deux sens. Donc, oui. Oui, votre accompagnement en tant que sage-femme et notamment toi en tant que sage-femme Oui. qui suit les familles de manière globale et vraiment d'être disponible pour eux à l'instant T de l'enfantement et de réagir en fonction de leurs besoins personnels. Et puis moi, tu vois, qui suis en amont à accompagner les femmes soit en individuel, soit en collectif, bah, c'est vrai que la pierre angulaire de mon accompagnement collectif émancipé, c'est de leur permettre de se reconnecter à leur corps. Parce que je ne peux pas prédire de quoi elles auront besoin le jour J. Par contre, je peux les habituer à écouter leur corps, les besoins de leur corps et à s'autoriser à y répondre. Et en fait, en faisant ça dans la grossesse, même sur des choses anodines qui n'ont rien à voir avec l'enfantement, ça va être un mécanisme, un réflexe qui va se mettre en œuvre et qui va pouvoir aussi s'activer lors de l'enfantement et puis bien sûr pour toute la vie future de maman. Oui. Et de pouvoir, oui, c'est ça, être en introspection à chaque fois
sens pour moi là maintenant. Et ça, oui, ça se travaille en préparation et tout le long de la grossesse et ça a des effets à long terme. Super. Souvent, il y a des personnes que je vois plutôt en postpartum et qui me disent bon, j'ai pas eu vraiment besoin de préparation. Et c'est vrai que c'est compliqué de devoir de pouvoir leur dire bah, effectivement, si le besoin ne s'est pas ressenti là, c'est tout à fait possible, c'est tout à ton honneur. Mais c'est parce qu'il y a peut-être cette image de la préparation, de se dire j'ai besoin d'un cours, on va m'apprendre des choses, alors qu'on est plutôt là dans l'accompagnement. Oui. Voilà. Et c'est plus là que j'axe. Ouais. Oui, oui, oui. Ce n'est que ma vision, mais en tout cas, je pense que c'est important du coup de remettre la préparation où elle doit être et comme plutôt voilà, tout ce qu'on y met dans la préparation, ça reste des outils. Mais le vrai bonus de la préparation, en tout cas, c'est l'accompagnement. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire et qu'on n'a pas encore abordées, Joséphine? Non, je pense que on a parlé. Bon, on pourrait parler des heures de ça. Non, juste dire que voilà, je suis très contente de pouvoir partager ça sur les réseaux pour aussi un petit peu pas dédramatiser, mais en tout cas faire en sorte voilà, que la sexualité soit moins taboue, qu'on puisse facilement en parler, que ce moment de transition qui est la grossesse peut être un moment en tout cas où on peut en parler parce que ce sont les zones identiques et que ça peut être un bon moment en tout cas pour en parler. Et voilà, très heureuse de poursuivre mes projets, mes rêves d'enfant et de 10 ans de réflexion autour de cette maison de femmes et plus maison de maternité, de naissance, pardon. Mais voilà, c'est... Oui, alors justement, si les femmes ont été touchées par ton partage, ta façon d'accompagner les familles et qu'elles souhaitent travailler avec toi, donc je rappelle que tu es à 10 minutes de la frontière française en Belgique. Et pour te retrouver, bah, je mettrai tous les contacts dans la description de l'épisode. Donc il y a ton compte Instagram, ton compte Facebook et ton site web. Et puis prochainement, quand il sortira le site web de la Maison Lunéa, ben, on pourra le retrouver via ces liens-là. Tu mettras le lien. Et puis pour dire aussi qu'on te retrouve tout bientôt parce qu'on a prévu toutes les deux d'enregistrer un autre épisode de podcast sur ta casquette de photographe, puisque c'est très lié aussi à l'enfantement, à l'estime de soi des femmes, au cheminement des femmes. Donc je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, les femmes pourront bientôt t'entendre sur un autre versant de ton métier et on fera du lien avec tout ça. Super, avec plaisir, en tout cas. Merci infiniment, Joséphine, Merci à toi. pour tous tes partages et effectivement pour libérer la parole sur ce sujet si important et pourtant souvent caché. Tout à fait. Merci. Eh bien, je te dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous a permis de prendre conscience du lien entre accouchement et sexualité si vous n'en aviez pas conscience auparavant. Et si vous en aviez conscience, qui vous aura permis d'aller un cran plus loin sur telle ou telle piste qui a du sens pour vous. Si cette conversation avec Joséphine vous a donné envie qu'on travaille ensemble sur votre histoire, pour dépasser d'éventuels traumas, pour mettre du sens sur d'éventuelles expériences, je vous mets dans la description de l'épisode mon site web où vous trouverez tous les moyens de me contacter. Je vous souhaite un beau chemin avec cette question, vers une vie intime plus libre et épanouie.